Merci beaucoup de me donner effectivement la parole pour préciser ce qu'on entend par l'intervention précoce. Et merci à Marion pour avoir effectivement dressé le tableau qui permet d'arriver à cette conclusion que vous avez d'ailleurs rappelé, plus tôt on soigne, mieux c'est. C'est un truisme, mais c'est vrai pour toutes les maladies, et il se trouve que c'est aussi très vrai pour les maladies mentales, quelles qu'elles soient. Alors, il y a la question, oui, c'est pour qui, pourquoi, et où en est la France, et vous verrez qu'on n'est pas forcément très fiers de ce qu'on fait. Alors, il y a les enjeux économiques sur la petite diapositive. En bas, on voit que la tache orange, c'est le poids de la maladie mentale par rapport aux autres pathologies entre 15 et 25 ans. Vous voyez qu'on ne peut pas parler de santé chez les adolescents et les jeunes adultes sans aborder la question de santé mentale, et que la réserve que font certains dans des enquêtes ou dans des programmes d'intervention dans les écoles par rapport à cette question-là ne doit pas être un frein à une vraie prévention, à une vraie information sur ce point. Un fait qui est aussi extrêmement intéressant, c'est le fait que cette période de 15 à 25 ans, c'est l'adolescence cérébrale. On pense que l'adolescence c'est 12-13 ans et puis c'est plié. Pas du tout, jusqu'à 25, voire jusqu'à 30 ans, le cerveau est encore en train de se modifier. On parle de phase critique, c'est aussi important que la phase précoce. Et donc tous les agents qui ont été mentionnés, comme l'inflammation, mais aussi comme la consommation de substances ou comme le stress, vont avoir un impact au-delà de la période. Ça va avoir un impact qui persiste à l'âge adulte, parce que le cerveau de l'adolescent, le cerveau à l'adolescence, est particulièrement sensible. Ce qui en a découlé, c'est qu'effectivement, il fallait pouvoir prendre en compte cette question d'âge, mais aussi de stade clinique. On n'est pas malade du jour au lendemain. Le plus souvent, pour parler de la psychose, qui est donc une des pathologies qui a un impact très important, qui dans certains cas prend le profil d'une schizophrénie ou d'un type de schizophrénie. La psychose, généralement, survient après une période où il y avait déjà des petits signes qui auraient pu faire craindre l'évolution. Mais lorsque l'on prend en compte ces dimensions-là, il faut aussi bien comprendre que ces petits signes n'évoluent pas toujours vers une pathologie, et c'est toute la donnée du problème. Si on agit suffisamment tôt pendant cette phase d'opportunité précoce, on va éventuellement pouvoir changer l'évolution de la maladie, changer le cours de la maladie, et bien sûr avec l'espoir de pouvoir avoir une action préventive, ou en tout cas limitant les risques. Et puis un point, là aussi c'est pour ça qu'il faut agir précocement, c'est qu'on s'aperçoit que chez certains jeunes, les déficits fonctionnels, c'est-à-dire la capacité à fonctionner, à réfléchir, à apprendre, à l'école, etc., sont déjà altérés, même quand les signes psychiatriques ne sont pas si marqués que ça. Et ça, c'est aussi une manière de pouvoir agir sans forcément des médicaments, bien au contraire. Ce sont les prises en charge de remédiation cognitive, comme on les a développées. Alors l'objectif d'une intervention précoce, ça va être d'éviter et de limiter la chronicité. Mais ça nécessite pas mal de changements, y compris d'adapter les lieux et surtout les modalités de soins. Alors, la psychose, on parle de recherche. Excusez-moi. On parle de recherche. La psychose débutante, c'est une période d'opportunité scientifique, parce qu'en fait, ça soulève la question de est-ce qu'on peut, on parlait de rétablissement, est-ce qu'on peut même éviter l'évolution vers une maladie? Et c'est tous les processus de résilience. Lorsqu'on parle de stress, lorsqu'on parle de stress oxydatif, on peut agir par des molécules qui vont permettre de protéger le cerveau, ou en protégeant toute la capacité de neuroprotection qu'a le cerveau intrinsèque. Et ça, on a effectivement mis en évidence dans le laboratoire que l'entrée dans la maladie était associée justement avec un dérèglement de certaines voies biologiques spécifiques qui sont associées à l'inflammation, au stress oxydatif et à la neuroplasticité. Donc c'est des formidables opportunités potentielles, parce qu'on n'arrive pas encore à avoir tout démontré, c'est des formidables opportunités pour essayer de changer le cours des choses, changer le cours de la maladie. C'est aussi probablement des mécanismes propres au stade. Il ne s'agit pas de dire « oh, c'est une idée psychotique, un symptôme psychotique, arrivons avec la molécule dont on sait que c'est efficace dans les formes chroniques ». Il y a une vraie réflexion par rapport à un changement sur les médicaments et sur les
des types de thérapeutiques, et aussi parce que ces jeunes vont aussi moins bien tolérer les syndromes métaboliques qui étaient mentionnés, sont encore plus fréquents chez les jeunes que chez l'adulte. C'est un contexte développemental spécifique. Je le disais, c'est une période critique, et certains jeunes qui s'en tiraient à peu près vont au moment de l'adolescence être en grande difficulté, alors que si on dépistait, si on accompagnait plus tôt, on permettrait probablement d'atténuer leurs problèmes. Et puis c'est un contexte social essentiel, tout simplement, ils sont en pleine formation, s'ils ratent une année de cours, ça va, s'ils ratent 2 années de cours, ça commence à faire beaucoup, et 3 années, on sait que derrière, il va y avoir un surcoût, un fardeau en termes de trajectoire de vie, pour l'insertion, la réinsertion, et un surcoût pour la société. Et c'est d'ailleurs une des raisons des coûts phénoménaux que ça entraîne. Je ne vais pas vous faire un cours sur qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan clinique, mais c'est aussi une période d'opportunité clinique, je l'ai dit un petit peu rapidement. Il faut envisager une prise en charge qui est globale, il ne s'agit pas simplement du médicament, mais un vrai accompagnement avec la famille, dont on a montré que ça a apporté un vrai bénéfice, avec un accompagnement, parce que les adolescents, d'une manière générale, ont du mal à se soigner, les jeunes qui ont des difficultés aussi, et ça engendre des ruptures dans le suivi, et évidemment des risques de rechute si on n'y prend pas garde. Donc on a besoin là, par exemple, d'imaginer des nouveaux outils pour faciliter la coordination des acteurs, et notamment les solutions numériques sont une bonne opportunité qu'il faut développer. Et puis on va pouvoir aussi agir, mais comme dans le diabète, sur les facteurs de risque. Si vous êtes prédiabétique, on va vous dire manger ceci, cela, pas trop de sucré, etc., etc. Là aussi, on peut agir sur certains facteurs de risque qui vont être bien sûr les conditions de vie, les consommations, cannabis, la capacité à réguler son stress et éventuellement d'autres facteurs de risque. On va agir sur les comorbidités, y compris sur les troubles du sommeil, qui vont aggraver les troubles cognitifs. Et puis, bien sûr, dans certains cas, il va falloir leur donner un traitement, mais le traitement va être beaucoup moins long et beaucoup moins à des doses moindres, parce que ça répond mieux à ce stade-là. Alors, le système de soins français, on peut en être fier par certains aspects, et voilà la figure qu'on nous montre quand on parle d'intervention précoce en Europe. Je ne vous cache pas que le rouge n'est pas un bon signe. Voilà. Et pourtant, comme on le disait, il y a plein d'études médico-économiques, notamment celle-ci, qui montrent que quand on investit une livre, en l'occurrence dans l'intervention précoce de psychose, on récupère directement, en termes de soins, 15 livres à la fin. Ce qui est un bon rapport, malgré tout. Alors on peut se dire que peut-être qu'en France, nos jeunes ne seraient pas capables, on ne pourrait pas dépister, on ne pourrait pas les repérer plus précocement. Je vais juste citer rapidement, je ne sais pas où j'en suis du temps. Tout va bien, encore 2 minutes. D'accord. Citer un sondage qui avait été réalisé avec la Fondation des Necker chez des jeunes, un sondage Ipsos, et où j'avais dû d'ailleurs batailler pour mettre ces quelques questions qui sont des symptômes possiblement prodromiques, tout simplement. Est-ce que vous avez souvent, de temps en temps ou jamais, l'impression de dire des choses inappropriées, de perdre le fil des conversations, que certaines personnes vous veulent du mal, qu'il y a des personnes qui peuvent lire vos pensées, etc., etc. Alors, bonne nouvelle, la plupart n'ont jamais eu ces symptômes, mais on voit que 3 à 4% des jeunes qui ont répondu spontanément signalent qu'ils ont souvent eu ce type de symptômes. Je ne dis pas que ceux-là ils vont évoluer vers un trouble schizophrénique. Je dis que ce serait bien intéressant de pouvoir évaluer exactement ce qui leur arrive et comment on peut les aider à traverser cette phase-là. Alors, ce n'est pas des chiffres qui sont phénoménaux, c'est des chiffres qui sont assez proches de ce qu'il y a dans d'autres pays. La question, c'est vers qui se tournent ces jeunes. Parce que toute cette question-là, c'est comment on arrive à ce que les jeunes aillent aux soins, ce qui n'est pas évident. Bien sûr, ils se tournent avant tout vers l'entourage, pas forcément vers l'infirmière scolaire, où vous voyez, c'est le 4% en bas. Avec une certaine défiance. La bonne nouvelle, c'est que la plupart seraient prêts à en parler. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui ont les symptômes dont je citais précédemment quelques-uns il y a à peine 1 sur 2 qui irait voir quelqu'un. Donc il y a vraiment, lorsqu'ils commencent ces symptômes, une vraie difficulté à pouvoir en parler. C'est une des difficultés spécifiques de notre spécialité. Alors on a essayé on n'a pas essayé, d'ailleurs on a mis en place un réseau national pour la prévention et l'intervention précoce, parce qu'il nous semble qu'il est absolument indispensable d'avoir une meilleure approche coordonnée à l'échelle nationale pour faciliter la diffusion, bien sûr, des diffusions de formation pour les professionnels de première ligne qui sont insuffisamment formés au repérage de ces symptômes et tout simplement à la psychiatrie, pour avoir des pratiques qui sont
basé sur la preuve, et pour pouvoir diffuser des ressources documentaires, etc. Et aussi réaliser des études et des recherches pour poursuivre ces pistes absolument passionnantes. Alors l'intervention précoce, c'est clairement un changement de paradigme pour les psychiatres, parce qu'on va traiter non pas des grandes catégories diagnostiques, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, dont on a l'habitude d'utiliser avec des recommandations spécifiques, mais on va traiter des pathologies dont on ne connaît pas toujours le devenir. N'empêche qu'il ne faut pas attendre pour soigner, parce que si on a déjà les moyens, on n'a pas tous les moyens, on a déjà des moyens pour améliorer la situation, et plus tôt on rétablit les choses, plus tôt on minimise les conséquences, mieux le jeune est rétabli et peut reprendre le cours de sa vie, notamment ses études, même si parfois il reste un peu fragile. Tout ça souligne un point important qui est celui de la déstigmatisation. C'est pour ça que ces actions sont complètement convergentes. Évidemment, si schizophrénie dans le langage courant correspond à l'incohérence massive ou la violence, il est hors de question de pouvoir faciliter l'accès, tout simplement d'ailleurs la psychiatrie est stigmatisée. Les jeunes ne vont pas aller spontanément voir un psychiatre. Donc il y a un gros effort, parce qu'effectivement, les patients pour lesquels il y a un diagnostic ou pour lesquels il y a déjà un début de prise en charge s'auto-stigmatisent, mais aussi leur rétablissement, vous le disiez, est aussi entravé par cette stigmatisation. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on devrait pouvoir agir. Pas simple, mais on doit pouvoir agir. Voilà. Puis on a monté aussi une branche francophone de l'intervention précoce qui se rattache à la principale association internationale, parce que c'est très important de pouvoir partager les savoirs et les pratiques d'autres pays francophones, notamment le Canada ou la Suisse, qui sont très en avance. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous.